Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Au sommaire, un 14 juillet dédié au personnel soignant en France pour leur mobilisation face au coronavirus. Cet hommage suffira-t-il à apaiser la situation à l'hôpital? Et quid des médecins étrangers qui ont des salaires inférieurs? Nous le verrons. À leurs collègues français, on en parlera tout à l'heure dans le grand angle. Coup de tonnerre au Québec, la Française Nathalie Bondil n'est plus la directrice du très réputé Musée des Beaux-Arts de Montréal. Vous saurez tout dans la chronique culture de Nicolas Georges. Et puis Patrick Simonin reçoit le réalisateur français multi-oscarisé Michel Hazanavicius. Mais avant, place à l'actualité. On ne change pas de cap mais de chemin. Déclaration d'Emmanuel Macron lors de l'entretien du 14 juillet. Faut-il parler d'une marche arrière du président français qui avait promis, on s'en souvient, de se réinventer pendant le confinement? Élément de réponse dans un instant avec le politologue Benjamin Morel. Au Mali, les chefs de file de l'opposition arrêtés ces derniers jours ont été libérés. Mais la situation reste tendue à Bamako après une fin de semaine meurtrière. Au moins 11 morts dans des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Et puis en Tunisie, le verdict est tombé. La jeune Emna Charki est condamnée à 6 mois de prison pour avoir relayé sur les réseaux sociaux une sourate du Coran détournée pour inciter les gens à se laver les mains contre le Covid-19. Nous sommes allés à sa rencontre. Reportage. Des larmes et beaucoup d'émotions sur les visages des personnels soignants. La France a rendu hommage en ce 14 juillet à ces femmes et à ces hommes en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Les blouses blanches, mais aussi les caissières, les éboueurs, les facteurs, les enseignants. 550 personnes au total invitées sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes politologue, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. D'abord, avant d'aller sur le fond et l'allocution d'Emmanuel Macron, en tout cas son entrevue avec nos confrères, peut-être une réaction sur cette image. Paris réussi pour Emmanuel Macron, cet hommage? Alors Paris réussi pour Emmanuel Macron, Paris réussi pour l'État et pour les soignants, si vous voulez. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a de la mise en scène politique, il ne faut pas en être dupe, il y a de la mystification. Mais malgré tout, au-delà de ça, eh bien, dans ce format de 14 juillet un peu différent, un peu transformé, il y avait la nécessité de mettre en avant ceux qui ont été en première ligne durant la crise, la mise en scène à la fois, on va dire, simple, mais en même temps très forte, très émouvante, et plutôt une réussite. Un 14 juillet, vous l'avez dit, pas comme les autres, pas de public, on l'a vu lors de ce défilé, pas comme les autres aussi, parce que Emmanuel Macron a renoué avec le traditionnel entretien de la fête nationale. Covid-19, spectre du chômage, Ségur de la santé, le chef de l'Élysée était attendu au tournant après avoir promis de se réinventer. Les temps forts avec Anaïs Furtad. On attendait Emmanuel Macron sur sa vision du monde d'après Covid-19. Le président français a surtout eu un discours technique, voulant donner la priorité à la jeunesse. À la rentrée, 700 000 diplômés arriveront sur le marché du travail. Avec la crise sanitaire, l'exécutif veut mettre en place des mesures pour faciliter leur embauche. Nous allons avoir un dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes, en particulier pour les faibles qualifications, les emplois jusqu'à 1,6 SMIC. Autre axe développé par le président, la relance de l'emploi. Emmanuel Macron a parlé d'une enveloppe de 100 milliards d'euros supplémentaires, une mesure destinée à dissuader les entreprises de licencier. Nous avons décidé pour le pays d'un dispositif inédit d'activité partielle de longue durée, qui permet de garder dans l'entreprise les salariés. Et donc c'est un plan, si je puis dire, anti-licenciement. Autre dossier également, le port du masque pour prévenir une deuxième vague du Covid-19. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Des mesures pragmatiques. Mais Emmanuel Macron a-t-il vraiment convaincu sur ce monde d'après qu'il voulait différent? A-t-il vraiment changé comme il déclarait vouloir le faire? Ou a-t-il renoué avec son rôle d'hyper-président, souvent critiqué? Oui, selon ce politologue. Il est amené pratiquement à évoquer la question de l'orientation scolaire pour les jeunes qui seront en apprentissage. On voit qu'il y a une forme de disproportion entre l'ambition, on pourrait presque dire
théorique ou politique affichée. Au cours des prochains jours, le nouveau Premier ministre Jean Castex déclinera la feuille de route du chef de l'État. Benjamin Morel, exercice nouveau, 14 juillet pour Emmanuel Macron. Comment vous l'avez trouvé sur la forme? Alors sur la forme, Emmanuel Macron n'est jamais aussi bon que justement quand il est questionné, quand il est dans des interviews. Les grandes messes, les grands discours qui généralement sont trop longs, lui conviennent assez peu. Là, il y avait deux nécessités pour Emmanuel Macron. Première nécessité, renouer avec une tradition pour rassurer. Parce que les traditions, et l'interview du 14 juillet en est une, ça peut paraître rassurant, notamment pour l'électorat âgé qui est important pour lui. Par ailleurs, il y avait une deuxième nécessité, c'était rompre avec ce que l'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire un président jugé trop arrogant, trop au-dessus des préoccupations des Français. Et là, le format de l'interview était probablement un bon format. Après, c'est un format qui a également une difficulté. Il permet difficilement de rendre clair et lisible un cap. Et c'est probablement ce qui a manqué. Alors justement, à propos du cap, on ne change pas de cap, mais de chemin, dit-il. Les confrères lui ont posé la question en disant vous mettez un Premier ministre de droite énarque à la place d'un Premier ministre de droite énarque. Les faits sont là. Les faits sont là, et c'est vrai que quand on prend le calendrier parlementaire pré-confinement et post-confinement, les choses ont assez peu changé. Prenons par exemple la loi de décentralisation de Jacqueline Gourault. Elle était prévue depuis un certain temps, elle était quasiment prête. Elle va sans doute être vendue demain par Jean Castex comme l'une des réponses au Covid. Donc on voit très clairement qu'il n'y a pas de rupture, et cette rupture, elle a d'ailleurs été mise de côté par Emmanuel Macron, parce que sa base électorale lui fait crédit d'une chose, c'est de tenir le cap contre vents et marées. Et en même temps, quand on prend l'opinion en général, on voit qu'il y a une volonté de changement de cap, et on voit également qu'Emmanuel Macron apparaît comme un président qui justement ne tient pas compte des différents conseils ou des différents mouvements de l'opinion. Et d'ailleurs, il le sait que Place de la République, ça manifeste, notamment les soignants, notamment les gilets jaunes, mais c'est un président qui ne dit jamais je me suis trompé, qui ne dit jamais j'ai mal fait, mais j'ai mal expliqué. C'est ça. Et donc pour arriver à conjuguer ces deux impératifs contradictoires, une opinion qui veut qu'il change mais une base électorale qui ne veut pas qu'il change, il a deux marottes, si vous voulez. La première, c'est de dire on a mal fait la pédagogie, et donc je refais la pédagogie, et comme il est plutôt bon orateur, c'est généralement ce qu'il fait. Il a fait ça lors du grand débat, il fait ça aujourd'hui. Et le deuxième outil, la deuxième martingale, c'est la méthode. On change de méthode, et là en effet on change de Premier ministre, on mène les mêmes réformes, mais on concerte, mais on discute, à voir évidemment ce qu'il restera à la fin de ces concertations. Alors beaucoup redoutent bien évidemment un chômage massif au mois de septembre en France et partout dans le monde. Au plan économique, il promet au moins 100 milliards d'euros, notamment avec un dispositif, dit-il, exceptionnel d'exonération des charges pour les entreprises qui embaucheraient des jeunes. Comment vous l'avez trouvé sur cette question économique? Alors c'est probablement la question sur laquelle il était attendu. En même temps, c'est une question difficile parce que c'est une question complexe, peu lisible pour l'ensemble des Français qui manquent de culture économique. Et donc, il y a eu des annonces qui ont été faites, à voir comment est-ce qu'elles vont être perçues dans l'opinion, au-delà du fait positif-négatif, comment est-ce qu'elles vont être entendues et surtout, comment est-ce qu'elles vont rassurer. Parce qu'il y a deux impératifs dans cette nécessité de rassurer l'opinion. D'abord, un impératif politique, éviter qu'on rentre dans une crise sociale avec une opinion qui se dirait qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et deuxième impératif, une nécessité économique, parce que si l'opinion n'a pas confiance, derrière l'opinion, il y a des consommateurs. Si le consommateur n'a pas confiance, le consommateur thésaurise, et à partir de là, on rentre dans un cercle vicieux d'un point de vue économique. Donc pour cette raison-là, cette interview, le discours de politique générale de Jean Castex également demain, vont être importants pour arriver à la fois à engendrer la relance, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. On reste aussi un peu sur notre fin, sur la place de la France dans le monde. Il n'a pas évoqué de vision en cette période quand même assez critique. C'est toute la difficulté du format interview. Il a peu évoqué de vision, mais on lui a également pas réellement posé la question. Donc c'est vrai qu'il a été un peu téléguidé par des questions qui probablement l'ont conduit à mettre sous le boisseau des thèmes qui pour autant lui tiennent à cœur. Il a peu parlé d'Europe, par exemple. Et, alors même que l'Europe, à partir de vendredi, doit valider le plan de 750 milliards, dont dépend le plan qu'on évoquait un instant. Dont dépend le plan de relance. Donc probablement que s'il avait fait un discours, il aurait priorisé différemment les thématiques. Mais s'il avait fait un discours, il aurait probablement été beaucoup moins audible, beaucoup moins également proche des Français, tout du moins dans l'expression. À partir de là, le format aurait été à la fois meilleur et plus mauvais. Sur la transition écologique, on sent qu'Emmanuel Macron n'est pas, pour le dire, bouleversé par la percée d'Europe Écologie Les Verts, même si il dit de toute façon, on peut inscrire l'écologie dans la Constitution. Ça veut dire quoi en fait? Ça changerait quoi?
Vous avez 3 référendums potentiels qui ont été évoqués par la Convention citoyenne sur le climat. Un était refusé, qui était la modification du préambule, et un autre sur l'écocide n'est pas possible parce que ça porte sur une matière pénale, c'est technique, mais on ne peut pas avec l'article 11. Donc il reste que cet article 1er qui, en soi, s'il était introduit dans la Constitution, peut-être débloquerait certaines choses, notamment en matière de questions prioritaires de constitutionnalité. Donc ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que pour le faire adopter, vous avez besoin de l'aval du Sénat. Et donc, vous avez besoin de passer par une procédure dans laquelle vous allez probablement avoir des vétos sénatoriaux qui vont être mis et qui peuvent conduire à la rédaction d'un article 1er qui pourrait être éventuellement même contre-productif pour l'environnement. Il ne faut pas oublier que l'environnement, il est déjà dans la Constitution. Il est notamment dans la Charte de l'environnement de 2005. Et aujourd'hui, si vous rajoutez des dispositions sur l'environnement... Sur le réchauffement climatique, vous voulez dire, qui modèrent potentiellement dans la jurisprudence cette charte, vous pouvez avoir quelque chose de contre-productif. Le risque pour Emmanuel Macron, c'est qu'il ils soumettent un référendum qui, ayant été modifié, ne rencontrerait pas l'assentiment des associations écologistes. Merci beaucoup Benjamin Morel, restez avec nous. En tout cas, on vous retrouve dans la deuxième partie de cette édition pour évoquer notamment les questions liées au service public hospitalier. On le sait, qui traverse une grave crise au lendemain du Ségur, en tout cas de l'accord signé. J'annonce aussi, bien entendu, qu'Emmanuel Macron veut, dit-il, que le port du masque devienne obligatoire à partir du 1er août dans les lieux clos publics. C'est l'un des conflits les plus vieux du monde. 3e jour d'affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. 2 officiers azerbaïdjanais ont été tués ces dernières heures, ce qui porte à 6 le nombre de morts depuis dimanche. Ces violences ont éclaté dans la région de Tavouch, du côté de la frontière arménienne. Généralement, ces accrochages ont plutôt lieu dans le Haut-Karabakh. La Russie appelle les 2 ex-républiques soviétiques à la retenue. Au Mali, les chefs de file de l'opposition sont libres. Ils avaient été arrêtés ces derniers jours alors qu'ils réclamaient le départ du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. On a eu une fin de semaine très tendue à Bamako avec au moins 11 morts. On fait le point sur la situation avec Oumi Diallo. C'est en homme libre que Kaoudjim rentre chez lui. Cet opposant, un des leaders de la contestation au Mali, vient d'être relâché par les autorités après avoir manifesté contre le gouvernement. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été kidnappé. Voyez-vous, mon domicile, ils sont venus ici, 23 heures passées, taper la porte, se sont déguisés comme faisant partie membre de la famille. Ils sont rentrés, ils m'ont arraché de mon salon, presque nu, alors pour m'embarquer. Et 2 jours, je dormais dans les toilettes. Un salive, sans nourriture, aucun contact, un isolement total. Un récit glaçant, comme les troubles qui ont agité la capitale Bamako ce week-end. Selon les urgences hospitalières, les violences auraient fait au moins 11 morts. Mais malgré les risques, ces Maliens déterminés sont dans la rue depuis le 5 juin dernier. Figure de l'insurrection, l'imam Mahmoud Dicko est à la tête du mouvement de contestation M5 qui réunit la société civile, l'opposition politique et les religieux. Tous réclament la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir depuis 2013. Aujourd'hui, le point de non-retour serait atteint. C'est une situation un peu de guérilla urbaine qu'on a vu se passer à Bamako. Il n'y a pas de signaux clairs sur les questions de l'emploi, sur les questions de l'éducation, les questions de la formation et tout simplement sur le partage des richesses. Une soif de justice sociale qui a poussé vendredi les manifestants à entrer de leur propre aveu en désobéissance civile. Alliés et voisins du Mali sont inquiets car la crise politique en cours risque de déstabiliser un peu plus une région déjà en proie à une forte insécurité et ravagée par le djihadisme. L'actualité en Afrique, c'est aussi ce verdict. Il était très attendu. La jeune Emna Sharki est condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir relayé sur les réseaux sociaux une sourate du Coran détournée pour inciter les gens à se laver les mains face à l'épidémie de coronavirus. Nous sommes allés à la rencontre de cette jeune femme à la veille de ce verdict. C'est un reportage de Maureen Mercier avec Laure de Matos. Avant même la condamnation du tribunal, il y a eu cette première sanction pour Emna Sharki.
Elle et sa mère doivent plier bagages. Le propriétaire de leur appartement ne veut plus de couffards, de mécréants chez lui. Depuis début mai, la vie de la jeune femme a changé. Depuis ce jour où elle a partagé sur Facebook un texte sur le coronavirus et les gestes barrières, parodiant le Coran dans sa forme et son style. Il y a un certain qui m'a dit que ma mère est une pute et je vais être niquée. Son quotidien est aujourd'hui fait de menaces. Elle ne sort plus de chez elle. Mais la blogueuse de 27 ans assume ce qu'elle a fait. Je peux nier, je peux dire que c'est pas moi qui a posté ce truc, cette publication. Je peux aussi dire que c'était pas moi, mon compte a été piraté et toute cette histoire-là. Mais j'ai pas fait ça, non, j'ai fait le contraire, j'ai dit oui, c'est moi et je ne le regrette pas. Et en plus de ça, je suis athée, car tout ça c'est mon droit. Emna Charki prête au sacrifice pour défendre l'athéisme en Tunisie. Depuis 2014, la liberté de conscience est inscrite dans la Constitution, sauf qu'une ambiguïté subsiste. L'islam reste religion officielle et l'athéisme peut être considéré comme une attaque à l'islam. La mère d'Emna Charki, musulmane et pratiquante, se tient à ses côtés dans ce combat. Qui veut s'exprimer clairement ne peut pas. Elle n'a ni tué, ni volé, ça prouve qu'on n'a rien gagné. On a fait une révolution et après 11-12 ans, on est revenu pire qu'avant. Emna Charki craint pour son avenir. Elle se pense vouée au chômage. Elle serait trop clivante pour de futurs employeurs. Elle ne se voit pas quitter la Tunisie pour autant et va faire appel de la décision du tribunal de première instance de Tunis. Au Québec, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux fermés et publics. La mesure entrera en vigueur dans 4 jours, samedi 18 juillet, annonce faite par le Premier ministre québécois François Legault. Une pandémie qui continue de s'aggraver avec près de 570 000 morts et au moins 13 millions de contaminations dans le monde. L'État du Bihar, par exemple, dans le nord de l'Inde, a décidé de reconfiner pour 2 semaines 125 millions d'habitants. Reconfinement également en Californie, aux États-Unis. C'est dans ce contexte que Donald Trump persiste et signe. Selon le président américain, l'explosion des cas de Covid-19 s'explique tout simplement par le recours aux tests. Nous testons plus que quiconque et de loin. Et quand on teste, on crée des cas. Nous avons donc créé des cas. Nous avons tous ces cas-là. Donc vous savez, c'est une arme à double tranchant. En même temps, nous avons le taux de mortalité le plus bas, ou à peu près le plus bas du monde. Une pandémie, on sait qu'il y a des conséquences sur le monde de la culture. Une bonne nouvelle, on vous en parlait hier, l'Opéra Garnier a rouvert. Extrait. Et bonsoir Nicolas, chef d'orchestre de la Chronique Culture. Ça fait 4 mois que les spectateurs attendaient ça, l'Opéra Garnier renoue avec ses représentations. Une fermeture due à l'épidémie de coronavirus. Et ce lundi et ce mardi, 2 concerts solidaires exceptionnels dédiés en partie au personnel soignant. Des représentations adaptées aux mesures sanitaires préconisées actuellement, Mohamed. Une bouffée d'air frais, en tout cas pour cette institution parisienne qui sort de plusieurs mois de turbulences. Reportage TV5 Monde à Paris, Martha Van Den Bosch, Maëva Desfroyennes et Aïn Varé. Bonsoir madame. Alors, vous êtes au balcon. Le moment est important pour ces mélomanes. Après des mois d'absence, ils retrouvent enfin les dorures de l'Opéra Garnier. Très heureux et puis très ému parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on attendait ce moment-là. Et puis je me sens extrêmement privilégié surtout d'être là ce soir. Des retrouvailles importantes pour le public, mais aussi pour le chef d'orchestre, Philippe Jordan. Je suis très heureux de enfin rejouer, et pas que moi, hein, c'est toute la maison qui commence à résonner avec l'orchestre. On était ravis de se retrouver il y a quelques jours pendant les répétitions. Juste de se voir déjà, d'avoir un contact social. Hein, la musique est quelque part sociale, mais aussi avoir justement le jeu direct. Hein. Dans le public, la fraîchement nommée ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, des mécènes et des abonnés. Tous sont venus pour la musique, mais aussi pour rendre hommage au personnel soignant.
Durant cette soirée, les fameux gestes barrières donnent le tempo. Seul un siège sur 2 est occupé, le masque est obligatoire pour se déplacer et certains musiciens jouent derrière une vitre transparente. L'événement est aussi l'occasion pour le président de l'Opéra de rappeler les difficultés que connaît son institution, fragilisée elle aussi par la crise sanitaire et les grèves de l'année passée. Peut-être que ce Covid, s'il a tellement frappé de malheur beaucoup d'entre nous, il aura peut-être mis d'une façon en évidence la nécessité en France d'un vrai grand, fort service public. Comme la tradition le veut, ce soir, à l'occasion de la fête nationale, un autre concert sera donné à l'Opéra Garnier. Dans le public cette fois, des soignants et des personnes fragilisées par la crise sanitaire. Polémique, Nicolas, à Montréal, au Québec, avec le limogeage de Nathalie Bondil. Elle était à la tête de la direction générale du musée des Beaux-Arts de la ville. Polémique, c'est peu de le dire, Mohamed, effectivement, c'est le sujet qui agite actuellement le monde culturel québécois, en tout cas en ce début de semaine. Nathalie Bondil, directrice depuis 1999 de l'institution montréalaise. Son contrat a été rompu ce lundi. Pourquoi ? Eh bien, le conseil d'administration du musée invoque notamment des accusations de harcèlement psychologique de la part de Nathalie Bondil. Un environnement de travail qualifié de toxique par certains employés. Et selon Michel de la Chenelière, le président du conseil d'administration du musée, il était impossible de fermer les yeux sur ce genre de situation. Il répondait à nos confrères de Radio-Canada. En 2020, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas se permettre de mettre des employés en détresse. C'est abominable, ça. On ne peut pas faire ça. Il faut changer les choses, il faut s'en occuper. Et le conseil, il a été saisi par le syndicat du musée des Beaux-Arts et on s'en occupe. Nathalie Bondil, Nicolas, qui en tout cas réfute ces accusations. Un mensonge, selon ses propres termes. Selon elle, elle n'aurait eu des problèmes qu'avec une seule personne et que le comité de direction n'a pas reçu de plainte formelle. Voilà pour la défense de Nathalie Bondil. En tout cas, cette éviction provoque de très nombreuses réactions dans le monde de la culture au Québec, où elle était appréciée et son travail salué de tous. Écoutez la réaction notamment de celle de Pierre Lassonde, président du Conseil des Arts du Canada. Je trouve ça absolument lamentable que Mme Bondil se fait licencier. Ça n'a aucun sens. C'était la directrice générale la plus performante de n'importe quel musée au Canada. Elle a fait plus pour le musée de Montréal que n'importe qui d'autre pour n'importe quel autre musée. La gouvernance au niveau du conseil, elle est totalement manquante. Voilà, avant d'avoir d'autres développements sur cette histoire, sachez que Nathalie Bondil a également reçu les soutiens de la ministre de la Culture canadienne, Nathalie Roy, ou encore de Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce plein complet sur cette polémique. Restez avec nous, on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Le journal de l'Écho sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. Au Royaume-Uni, une nouvelle campagne publicitaire appelle les Britanniques à se préparer au Brexit. Le nouveau départ du Royaume-Uni, allons-y, c'est le slogan très volontariste imaginé par le gouvernement. Il s'affiche dans toute la presse pour préparer psychologiquement le grand public au changement que provoquera la fin de la période de transition au 31 décembre. Un saut dans l'inconnu aggravé par les perturbations liées à la pandémie. D'après les derniers chiffres, l'économie britannique s'est contractée de 19% durant la période mars-avril-mai. Et selon une récente étude, 3/4 des entreprises britanniques déclarent ne pas être préparées à cette échéance. Dans le reste de l'Europe, l'allègement des mesures de confinement profite à la production industrielle qui connaît des signes d'amélioration. Dans les pays de la zone euro, les produits manufacturés ont bondi de plus de 12% en moyenne et les plus fortes hausses sont enregistrées par l'Italie, plus 42%, et la France, plus 20%. L'économie de Singapour, très dépendante du commerce international, est entrée en récession et enregistre une contraction record de 42% au second trimestre. Singapour est souvent considéré comme un baromètre de la santé de l'économie mondiale. Le petit État est très sensible aux chocs extérieurs.
De longues files d'attente devant les stations-service, ces images au Venezuela se répètent dans tout le pays. Il faut parfois attendre 2 jours, dont un passé dans la voiture, pour espérer obtenir un demi-plein. Un paradoxe dans ce pays qui dispose pourtant des plus importantes réserves de pétrole au monde et où le carburant est quasiment gratuit. Aujourd'hui, sur le marché noir, le litre se vend 3 $ alors que le salaire minimum est inférieur à 5 $. Je travaille comme chauffeur de taxi. Je suis sans travail depuis plus d'1 semaine parce que je n'ai pas de carburant. Je l'ai rempli de 2 litres d'essence juste pour pouvoir venir ici et faire la queue. C'est le 2e jour où je viens et vous ne savez vraiment pas à quoi vous attendre, car ils disent qu'il y a du carburant et quand vous vous approchez, soit ils ferment la pompe, soit ils disent qu'il n'y a plus de carburant. Aggravé par les mesures de confinement, le Venezuela connaît la pire pénurie de son histoire. L'Iran a bien envoyé 5 navires pétroliers transportant 1,5 million de barils pour permettre de soulager le pays momentanément, mais rien n'y fait. Avec des infrastructures vieillissantes et la corruption, la production s'est effondrée à 500 000 barils jour. C'est 1/5 de la production d'il y a 10 ans. Pour gérer la pénurie, le gouvernement a mis en place un tirage au sort retransmis à la radio qui détermine dans quelle station-service les voitures peuvent aller s'approvisionner en fonction de leur plaque d'immatriculation. Fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme à vous tous.